Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une méthode un peu particulière, une méthode clinique qui nous vient tout droit des médecins légistes et qui est conçue pour repérer la tromperie et le danger. Voyez ça comme un outil mental, une sorte de scanner pour les intentions cachées. Allez, on plonge dedans. Il faut vraiment bien retenir cette phrase. C'est un constat glaçant qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. C'est la leçon la plus terrifiante que les experts, ceux qui passent leur vie à autopsier les corps et les mensonges, ont apprise sur le terrain. On pense souvent qu'on peut sentir le danger, que notre instinct va nous alerter. En réalité, c'est une erreur fondamentale. Les individus vraiment dangereux sont des maîtres du déguisement. Notre cerveau, lui, est programmé pour la confiance, pour le lien social, pas pour déceler la manipulation moderne. Et ça nous rend terriblement vulnérables. C'est cette dualité qui est terrifiante. Chaque action extérieure est une performance. Tout est calculé. L'émotion qu'on voit n'est qu'un outil pour atteindre un objectif. Et la personne en face devient, sans même s'en rendre compte, une cible facile. Alors pourquoi notre cerveau nous laisse tomber? C'est l'anatomie de notre propre vulnérabilité. Il faut bien comprendre que ce sont nos propres failles que les prédateurs exploitent. Notre cerveau social, en quelque sorte, nous trahit. Il est conçu pour voir ce qu'il a envie de voir, un collègue fiable, un ami sincère, et dès qu'il y a un petit signal d'alerte, il va tout faire pour le rationaliser. Et ça nous amène à la première grande peur, celle qui nous paralyse, l'idée qu'un proche puisse être une menace, l'ennemi intime. Prenez ce cas, celui de cette femme jugée charmante par des professionnels, juste avant de commettre l'irréparable. Ça nous montre bien que même les experts les plus aguerris peuvent être complètement aveuglés. La deuxième peur, c'est de se faire avoir par l'évidence. On voit une scène, on tire une conclusion qui semble logique. Une pendaison, c'est un suicide. Mais comme dans cet exemple, un seul petit détail, une marque de corde dans le plâtre du plafond, un truc invisible pour un œil non averti, peut absolument tout changer et révéler un homicide. Et enfin, il y a cette peur de ce qu'on appelle la mort bête. Pas la mort des films, non. Celle qui est causée par un mensonge banal qui tourne mal. C'est l'idée de disparaître sans laisser de traces, comme ce corps entièrement dévoré par un porc, et que le coupable, lui, s'en sorte sans aucun problème. Bon, il est temps de s'attaquer à de gros morceaux. On va démanteler ensemble quelques mythes vraiment dangereux, des idées reçues qui nous empêchent de voir clair. C'est parti pour les 3 plus courants. C'est la question classique. On a tous en tête l'image du méchant de cinéma, avec un regard un peu inquiétant, non? Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? La réponse est non. Absolument pas. Cette image est un leurre et c'est peut-être le plus dangereux de tous les pièges. Le point crucial, il est là. Le psychopathe parfait s'intègre. Il est charmant, il est normal. Si même des psychiatres, des experts formés pour ça, ne voient rien venir, il est complètement illusoire de penser que notre seule intuition peut nous protéger. Deuxième mythe, très répandu sur les scènes de crime. Quand tout semble indiquer un suicide, l'affaire est classée et on n'en parle plus, n'est-ce pas? Eh bien non, encore une fois. C'est une erreur de jugement fatale, une conclusion trop hâtive qui peut tout simplement permettre à un meurtrier de s'en tirer. Cet exemple est vraiment frappant. Il montre comment une mise en scène bien ficelée peut s'effondrer face à un examen purement factuel. La physique ne ment pas. La chronologie des températures non plus. Ce sont des détails que 99% des gens ne verraient pas, mais qui, pour un expert, crient au meurtre. Et le dernier, un grand classique des films policiers, la fameuse phrase « pas de corps, pas de crime ». Alors, est-ce que c'est vrai? C'est l'une des plus grandes idées fausses qui existent sur les enquêtes criminelles. La vérité est beaucoup, beaucoup plus subtile. En fait, la preuve, ce n'est pas forcément un objet physique. C'est aussi, et surtout, l'incohérence. Une disparition qui ne colle pas, un récit qui change, une explication qui défie la logique. La véritable preuve, elle est là. Une histoire qui se fissure sous la pression des questions, c'est ça, la clé. Ok, maintenant que les mythes sont déconstruits, on peut passer à la solution. Un protocole mental, clair, en plusieurs étapes, pour disséquer les conversations et les comportements. C'est ce qu'on pourrait appeler l'autopsie sociale. Voilà les 3 étapes chirurgicales. Premièrement, on ignore l'émotion. On met de côté les larmes, les sourires. Tout ça, c'est du théâtre. On ne regarde que les faits. Deuxièmement, on cherche l'incohérence, le détail qui cloche, la contradiction. Et troisièmement, on confronte, mais froidement, avec des questions factuelles, pas des accusations. La logique devient notre seule arme. Allez, passons à un outil encore plus concret, une sorte de checklist de survie. On peut l'utiliser mentalement dans n'importe quelle situation qui nous inspire le doute. C'est un véritable scanner de vérité à garder en tête.
Alors, qu'est-ce qu'on vérifie? Est-ce que l'histoire tient la route physiquement? La chronologie, les distances, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a trop de détails parfaits? Attention, la vérité est souvent désordonnée. Est-ce que les actes correspondent aux belles paroles? Est-ce que l'émotion semble jouée, ou au contraire, brute et authentique? Et surtout, est-ce que le récit se fissure quand on pose des questions précises? Enfin, la question ultime, à qui profite cette histoire? En appliquant cette méthode, on acquiert une sorte de super pouvoir. Pas celui de lire dans les pensées, non, mais celui bien plus utile de voir la vérité qui se cache sous le masque. C'est un pouvoir qui protège, bien sûr, mais qui a aussi un prix. Au final, tout le processus peut se résumer comme ça. Tout part d'une observation neutre, cette observation fait naître un doute sain qui pousse à chercher la preuve, c'est-à-dire l'inéquitude. Et cette preuve, elle mène à un verdict. Une conclusion qui est basée uniquement sur des faits et pas sur des apparences. Et c'est la question qui reste en suspens. Voir la vérité, c'est accepter que le monde est plus complexe et parfois plus sombre qu'on ne le pense. Le légiste, lui, ne ferme jamais les yeux, parce que les faits ne sont pas négociables. La vraie question est donc, une fois qu'on sait regarder, a-t-on le courage de le faire?